le 20 juillet 1973, le monde du cinéma, et plus largement celui des arts martiaux, fut frappé par une nouvelle qui ébranla des millions de fans à travers la planète. Bruce Lee, l'icône indestructible, l'homme qui avait redéfini la force physique et la grâce dans un tourbillon de coups de pied fulgurants et de poings implacables, s'éteignait brutalement à l'âge de 32 ans seulement. Son corps, encore vibrant de l'énergie qui avait conquis Hollywood et l'Asie, fut retrouvé inanimé dans un appartement de Hong Kong, non pas chez lui auprès de sa famille, mais dans l'intimité d'une autre femme, Betty Ting-pei, une actrice taïwanaise en pleine ascension. Ce qui aurait dû être un deuil collectif pour une légende prématurément fauchée se transforma en un scandale retentissant, un maelstrom de rumeurs, d'accusations et de théories du complot qui propulsa Betty du statut d'étoile montante à celui de paria, de femme maudite, accusée d'avoir empoisonné le dragon lui-même. Pendant plus de 50 ans, Betty Ting-pei, née Tang Mei-li le 19 février 1947 à Taipei, Taïwan, choisit le silence. Enferrée dans une ombre persistante, harcelée par les regards accusateurs et les murmures incessants, elle refusa les interviews, les biographies et les tentatives de l'industrie pour exploiter son lien avec la tragédie. À 78 ans aujourd'hui, en 2025, elle a enfin brisé ce mur de glace lors d'une rare apparition dans la série documentaire de TVB intitulée Contrôle Plus F the Truth. Dans cette émission émouvante, diffusée en plusieurs parties, elle a livré un récit détaillé, poignant, de cette nuit fatidique. Ces mots, prononcés d'une voix tremblante mais résolue, ont forcé le monde à revisiter l'histoire, à questionner les certitudes forgées par des décennies de tabloïds sensationnalistes. Ce qu'elle a révélé n'est pas seulement une confession personnelle, c'est une réhabilitation tardive, une lumière jetée sur les failles d'un mythe bâti sur l'invincibilité d'un homme et la vulnérabilité d'une femme prise au piège des circonstances. Pour comprendre l'ampleur de ce drame, il faut remonter aux racines de deux vies entrelacées par le destin. Celle de Bruce Lee, le phénix des écrans, et celle de Betty Ting-pei, la rose fanée par le feu du scandale. Leur rencontre n'était pas écrite dans les étoiles d'un roman romantique, mais dans les couloirs frénétiques d'une industrie cinématographique hongkongaise en pleine effervescence, où les rêves se concrétisaient en pellicule et où les passions se consumaient aussi vite qu'elles naissaient. Explorons ensemble cette saga, de l'ascension fulgurante à la chute brutale, en passant par les abysses du silence et les échos d'une vérité longtemps étouffée. L'ascension d'une étoile taïwanaise, les premiers pas de Betty Ting-pei. Betty Ting-pei n'était pas destinée au monde impitoyable du spectacle. Née dans une famille aisée et influente de Taipei, elle grandit entourée de privilèges qui auraient dû la mener vers une existence stable et respectable. Son père, un médecin renommé, et son grand-père, également praticien, incarnaient l'élite intellectuelle taïwanaise d'après-guerre. Sa mère, issue d'une lignée de seigneurs de guerre continentaux, portait en elle l'héritage d'une noblesse martiale qui contrastait avec les attentes bourgeoises de la famille. Dès son plus jeune âge, Betty fut éduquée dans un cadre strict, traditionnel, où l'on valorisait l'honneur, la discipline et les carrières honorables, médecine, droit, ou tout autre pilier de la société. L'idée d'une vie sous les projecteurs, au milieu des intrigues et des scandales du cinéma, était non seulement découragée, mais presque taboue. Pourtant, dans les veines de cette jeune fille de 19 ans bouillonnait une aspiration rebelle, un appel irrésistible vers le glamour scintillant des écrans. Taïwan des années 1960 était un terreau fertile pour de tels rêves. L'île émergeait d'une ère de reconstruction post-coloniale, influencée par les vents de modernisation venus d'Occident et d'Asie continentale. Les films taïwanais, souvent produits par des studios comme la Central Motion Picture Corporation, mélangeaient drames familiaux, romances éthérées et touches d'exotisme oriental, captivant un public avide d'évasion. Betty, avec sa beauté saisissante, des yeux en amande pétillants d'intelligence, une silhouette élancée et une grâce naturelle héritée de ses ancêtres, se sentit vite attirée par cet univers. À 16 ans, elle posa pour des magazines de mode locaux, testant les os d'une célébrité naissante. Mais c'est en 1963, à seulement 16 ans, qu'elle fit ses véritables débuts au cinéma, dans des productions modestes qui lui permirent de rôder son talent. Son ascension véritable commença en janvier 1967, lorsque, après 7 films taïwanais à son actif, elle attira l'attention du réalisateur Peter Pan-lei des Shaw Brothers Studios. Ce studio légendaire, basé à Hong Kong, était alors le Hollywood de l'Asie, une machine à films prolifique, produisant des dizaines de longs métrages par an en mandarin, cantonais et même en anglais, couvrant tous les genres imaginables. Run Run Shaw, le magnate visionnaire à sa tête, avait transformé l'industrie en un empire économique, exportant des drames épiques, des opéras de Pékin filmés et des wuxia, ses aventures de chevaliers errant au combat virevoltant. Betty signa un contrat exclusif à 20 ans,
adoptant le nom de scène Tin Pei pour mieux s'ancrer dans cet océan de talent. Son premier rôle hongkongais, dans The Purple Shell, la vit incarner une hôtesse de danse, un personnage mi-séducteur mi-mystérieux qui exploita immédiatement son charisme magnétique. Rapidement, Betty devint une figure incontournable des affiches. Sa beauté frappante, avec ses traits fins et son sourire énigmatique, en fit la muse idéale pour des rôles de femmes fatales, des tentatrices aux lèvres carmin, des espionnes aux courbes fatales, des amantes dont l'amour rimait avec danger. Elle excella dans les comédies musicales sous la direction d'Inu Umetsugu, comme The Millionaire Chess où elle dansait avec une énergie contagieuse, ou The Yellow Mufflé qui mêlait romance et intrigue légère. Mais c'est dans les films d'arts martiaux et les drames érotiques qu'elle brilla le plus, incarnant des personnages qui brouillaient les lignes entre désir et péril. À la fin des années 1960, son visage ornait les cinémas de Hong Kong, de Singapour à Tokyo, faisant d'elle une star reconnue dans toute l'Asie du Sud-Est. Pourtant, cette gloire avait son revers. L'industrie, machiste et stéréotypée, l'enferma souvent dans un moule réducteur, la séductrice fatale, la belle au bois dormant qui cache un poignard. Bien qu'ambitieuse et dotée d'un talent pour la comédie comme pour le drame intense, Betty luttait contre ces étiquettes. J'aurais aimé explorer plus de rôles nuancés, des femmes fortes et indépendantes, pas seulement des ombres alléchantes, confia-t-elle bien des années plus tard dans son interview TVB. Le public, fasciné par son image d'écran, commença à projeter ses personnages sur sa vie réelle, la voyant comme une enchanteresse mystérieuse plutôt que comme l'artiste polyvalente qu'elle était. Cette fusion entre fiction et réalité allait se révéler funeste, car lorsque la tragédie frappa, ces stéréotypes devinrent des armes contre elle. Au début des années 1970, sa carrière atteignait un pic florissant. Elle passa d'un contrat exclusif chez Shaw Brothers à une liberté freelance en 1973, multipliant les projets entre Taïwan et Hong Kong. Elle tourna dans plus de 50 films, de The 14 Amazons, un wuxia épique où elle excellait dans les scènes de combat chorégraphiées, à des romances plus intimes comme Appartement for Ladies. Sa présence à l'écran était électrique, un mélange de vulnérabilité et de feu qui captivait les spectateurs. Mais au milieu de cette effervescence, un tournant s'opéra, le passage chez Golden Harvest, le rival audacieux de Shaw Brothers, dirigé par le producteur visionnaire Raymond Shaw. Ce studio, fondé en 1970, misait sur l'innovation, les talents internationaux et les arts martiaux modernes pour conquérir le monde. Et c'est là, dans les bureaux climatisés de Kowloon, que les chemins de Betty et de Bruce Lee se croisèrent pour la première fois. Bruce Lee n'était pas un acteur ordinaire, il était une révolution incarnée. Né en 1940 à San Francisco d'un père opéra de Pékin et d'une mère eurasienne, il grandit entre les plateaux hollywoodiens, où il apparut enfant dans des films comme Golden Gate Girl et Les rues turbulentes de Hong Kong. Formé au Wing Chun par le maître Ip Man, il forgea son propre style, le Jeet Kune Do, un art martial hybride qui transcendait les traditions pour embrasser l'efficacité pure. Revenu à Hong Kong en 1959 pour échapper aux ennuis juvéniles de Seattle, il devint une star locale grâce à des rôles secondaires dans des films comme The Big Boss en 1971. Mais c'est avec ce long-métrage, produit par Golden Harvest, qu'il explosa, 200 millions de dollars de recettes au box-office asiatique, des salles combles hurlant à chaque coup de pied circulaire. En 1972, Fist of Fury, rebaptisé The Chinese Connection aux États-Unis, pulvérisa les records, avec Bruce vengeant l'oppression japonaise dans un Shanghai fictif, son corps sculpté comme une arme vivante. Puis vint The Way of the Dragon, son premier film en tant que réalisateur, où il affronta Chuck Norris dans un colisée romain mythique, une scène qui devint légendaire. À 32 ans, Bruce n'était plus un simple acteur, il était un symbole. Pour les Asiatiques, il incarnait la fierté raciale face au racisme hollywoodien qui reléguait les Asiatiques à des rôles stéréotypés. Pour le monde occidental, il était le pont vers une Asie mystique et puissante, préfigurant le boom des films de Kung-Fu. Enter the Dragon, tourné en 1973 avec le soutien de Warner Bros., le propulsa au statut de superstar global, un budget hollywoodien, des cascades innovantes et un contrat qui promettait des millions. Mais derrière cette aura d'invincibilité, Bruce Lee était un homme sous pression. Obsédé par la perfection, il s'entraînait jusqu'à l'épuisement, 5 heures quotidiennes de musculation, de sparring et de philosophie taoïste. Il ne mangeait souvent qu'un repas par jour, complété par des diurétiques pour maintenir sa silhouette filiforme, 61 kg pour un M71. Il expérimentait avec des stéroïdes, des analgésiques et des herbes traditionnelles, toujours en quête d'un edge surhumain.
Ses proches, dont son épouse Linda Lee Cadwell, une Américaine rencontrée à l'Université de Washington, mère de ses 2 enfants, Brandon et Shannon, notaient son épuisement croissant. Des maux de tête lancinants le terrassaient, des crises de tremblement le saisissaient. En mai 1973, lors d'une séance de doublage pour Enter the Dragon, il s'effondra, victime d'un édème cérébral, un gonflement du cerveau dû à une hypersensibilité à un analgésique. Hospitalisé, il se reprit en 24 heures, balayant les avertissements d'un rire, « Je suis Bruce Lee, je ne peux pas m'arrêter ». Cette fragilité cachée contrastait avec l'image publique. Bruce était un typhon, charismatique, intellectuel, il lisait Nietzsche et lisait des traités sur la nutrition, mais aussi impitoyable envers lui-même. La pression venait de partout, Hollywood exigeait des scripts parfaits, Hong Kong réclamait des hits annuels, sa famille comptait sur lui pour un avenir stable. Il parlait souvent de sa peur de l'oubli, de son ambition de bâtir un empire comme Muhammad Ali dans la boxe. Dans ce tourbillon, Betty Ting Pei apparut comme un havre inattendu. Leur première rencontre eut lieu en 1972, lors d'un dîner d'affaires au Hyatt Regency de Hong Kong. Raymond Chow, le producteur astucieux aux lunettes rondes, avait organisé la soirée pour lier ses talents, Bruce, fraîchement auréolé de The Big Boss, et Betty, star montante de Shaw Brothers. Linda Lee était présente, élégante et discrète, tandis que Betty, en robe moulante soulignant sa silhouette gracile, observait Bruce avec une curiosité polie. Il était déjà une superstar à Hong Kong, mais pour moi, ce n'était qu'un collègue charismatique, se souvient-elle dans son interview récente. Pourtant, des étincelles jaillirent. Bruce, fasciné par son honnêteté brute, « Tu dis ce que tu penses, sans masque », la courtisa ouvertement. Betty, flattée mais prudente, céda peu à peu. Tout le monde l'aimait. Si je n'avais rien ressenti, cela aurait été étrange, avoue-t-elle. Leur relation ne fut pas un coup de foudre hollywoodien, mais une connexion profonde, tissée dans les interstices d'un emploi du temps infernal. Bruce, marié depuis 1964 et père dévoué, cherchait en Betty un refuge loin des exigences. Elle n'était pas une rivale pour Linda, elle était un espace de vulnérabilité. Avec moi, il pouvait être Bruce, pas l'icône, explique Betty. Elle l'accompagnait aux réunions avec Shaw, choisissait ses tenues pour les plateaux ou des chemises ajustées qui mettaient en valeur ses muscles saillants, et l'emmenait même chez le coiffeur pendant les tournages de The Way of the Dragon. Sur les sets, les techniciens la surnommaient « Petite Dame Dragon », un clin d'œil affectueux à sa présence constante. Leur lien était émotionnel autant que physique, des soirées à discuter philosophie, à partager des repas végétariens inspirés du taoïsme de Bruce, à rire des absurdités de l'industrie. Pourtant, ce roman secret était miné par les ombres. Bruce parlait librement de son stress, « Hollywood me veut parfait, Hong Kong me veut invincible, ma famille me veut présent. Je tremble parfois, Betty, comme si mon corps lâchait. » Elle se souvient de ses migraines croissantes, de ses pas nerveux dans la pièce, de ses murmures sur la peur de l'échec. En 1973, alors qu'il peaufinait Game of Death, son projet personnel inachevé, avec des scènes cultes filmées en pagode jaune et promouvait Enter the Dragon, Bruce paraissait émacié, l'ombre de lui-même. Il envisageait même George Lazenby, l'ex-James Bond, pour un rôle clé, signe de son ambition globale. Betty, inquiète, le pressait doucement de consulter, mais il balayait « Je contrôle tout ». Leur relation, gardée secrète pour épargner Linda et les enfants, alimentait déjà les ragots, liaisons adultères, jalousie d'artistes martiaux rivaux. Personne n'imaginait que ces murmures deviendraient un ouragan. Le 20 juillet 1973 débuta comme tant d'autres pour Bruce Lee, une matinée studieuse dans son bureau de Kowloon Tong, à relire les storyboards de Game of Death. Il avait déjà tourné des séquences iconiques, sa progression ascendante dans une pagode gardée par des maîtres, et discutait avec Raymond Chow du casting international. L'après-midi, une réunion informelle chez Betty fut fixée pour avancer sur le script. Elle était pressentie pour un rôle féminin fort. Vers 17h, Bruce arriva à son appartement du quartier huppé de Kowloon Tong, accompagné de Chow. L'air était lourd d'humidité estivale, les rues bruissaient de la vie hongkongaise, vendeurs ambulants, klaxons, effluves de dim sum. Dès son arrivée, Betty nota son malaise. Bruce, habituellement rayonnant, semblait fatigué, agité, les traits tirés. Ils discutèrent travail, scénario, chorégraphie, mais vers 19h, un mal de tête violent le terrassa. « Ma tête explose », grommela-t-il, se massant les tempes. Betty, pragmatique, lui offrit un comprimé d'équagésique, un analgésique courant à Hong Kong mêlant aspirine et méprobamate, qu'elle prenait elle-même sans souci. Bruce l'avala d'un trait,
habitué à ce genre de remède pour ses crises récurrentes. Repose-toi un peu avant le dîner, suggéra-t-elle, l'accompagnant dans la chambre. Il s'allongea, ferma les yeux, et le calme retomba. Betty n'y prêta pas attention initialement. Bruce avait déjà connu des évanouissements que celui de mai, précisément, où un édème similaire l'avait cloué 2 heures avant une récupération miraculeuse. Shaw, reparti pour d'autres affaires, avait promis de revenir pour un repas vers 21h. Mais vers 20h30, l'inquiétude monta. Betty tenta de le réveiller. Pas de réponse, juste un souffle faible. Paniquée, elle appela Shaw, qui arriva vers 21h45. Ensemble, ils essayèrent de le ranimer. Claques légères, appels insistants, en vain. Shaw, pragmatique, contacta le médecin personnel de Betty, qui débarqua vers 22h. Le docteur tenta un massage cardiaque, mais le pouls était absent. Une ambulance fut enfin appelée. Bruce, inconscient depuis des heures, fut transporté à l'hôpital Queen Elizabeth. À 23h, le verdict tomba, mort cérébrale due à un édème, la même cause que mai, potentiellement déclenchée par une réaction allergique à l'équagésique. Le monde apprit la nouvelle comme un coup de tonnerre. Des fans pleurèrent dans les rues de Hong Kong, à Hollywood, les studios gelèrent les sorties. Mais dès les premières heures, les incohérences émergèrent. Pourquoi tant de délais pour l'ambulance? Pourquoi Bruce était-il chez Betty, et non chez Linda? Shaw, protégeant l'empire Golden Harvest, mentit initialement à la presse, il s'est effondré chez lui, avec sa femme. Betty fut effacée du récit, un mensonge pieux pour préserver l'image du héros. La vérité police, Bruce mort dans le lit de Betty, éclata vite. Et le chaos s'abattit. Les heures suivant la mort de Bruce furent un vortex de chagrin et de fureur. Hong Kong, ville superstitieuse et passionnée, pleura son fils prodige, mais chercha vite un bouc émissaire. Lorsque les rapports officiels confirmèrent l'appartement de Betty, la presse se déchaîna. Titre hurlant, la maîtresse fatale tue le dragon. Les tabloïds, comme The China Star, dépeignirent Betty comme une sorcière. Elle l'aurait empoisonnée avec un aphrodisiaque, la mouche espagnole, ou pire, un filtre mortel par jalousie. D'autres théories fleurirent. Les triades, ces mafias hongkongaises, vengeant un refus de collaboration, des rivaux martiaux jaloux, une malédiction familiale Lee, renforcée par la mort de Brandon en 1993 sur The Crow. Betty, à 26 ans, fut submergée. Sous ordre de Shaw, semble-t-il, de la famille Lee pour épargner Linda, elle nia tout, pas de lien romantique, pas d'effondrement chez elle. C'était pour protéger son legs, justifia-t-elle plus tard. Mais la vérité publique la transforma en monstre. Fans hystériques crachèrent sur sa porte, menaces de mort pleuvaient, paparazzi campaient jour et nuit. Sa carrière s'effondra, producteurs fuirent le scandale, rôles s'évaporèrent. J'étais la tentatrice des films devenue la meurtrière réelle, dit-elle, amère. Le traumatisme fut viscéral. Elle développa une schizophrénie paranoïaque, hantée par des visions de poursuite. La vie valait moins que la mort, mais je refusais de suicide, cela aurait confirmé leur culpabilité, confia-t-elle. Elle fuit son appartement au cœur de la nuit, se cachant chez des amis. Le public, nourri de rumeurs, la vit comme coupable par association. Comment un surhomme comme Bruce pouvait-il périr d'une pilule banale? Après 1973, la vie de Betty devint un exil intérieur. En 1976, elle épousa Charles Ng, acteur et magnate du cinéma lié aux cercles influents de Hong Kong, certains murmurent aux triades, mais elle nie. Leur fille Candy naquit en 1977, un rayon dans la nuit. Le mariage dura 4 ans, mais Candy resta son ancre, elle m'a sauvé, m'a donné une raison de respirer. Betty tenta un retour discret au cinéma, mais les ombres planaient, elle se retira en 1985, après des apparitions sporadiques. Le silence fut sa forteresse. Elle refusa interviews et livres, bien qu'en 2008, elle ait écrit 7000 mots d'une autobiographie avortée. En 2013, pour le 40e anniversaire, elle admit l'intimité avec Bruce, niant tout acte sexuel ce jour-là. Puis, le bouddhisme devint son salut. Pas à cause de Bruce, mais après la naissance de Candy, lisant les sutras, elle trouva paix dans le détachement. Végétarienne stricte, elle pratiqua la méditation, aidant les autres via des œuvres caritatives. Aujourd'hui, je marche sur une route lisse. Le bouddhisme m'a appris à lâcher la peur, la culpabilité. Bruce est parti paisiblement, en dormant ou la meilleure mort. Dans les années 2000, elle vécut recluse à Hong Kong avec Candy, évitant les projecteurs sauf pour des événements bouddhistes.
Les rumeurs persistaient, mais elle les ignorait, vérifiant encore la nuit le souffle de sa fille, cicatrice du lit où Bruce s'éteignit. En 2025, à 78 ans, Betty brisa le silence dans Contrôle plus Eve Trousse de TVB. C'était Bruce qui m'a courtisé. Il m'aimait, pensait nous destiner, avoua-t-elle, décrivant leur connexion émotionnelle. Sur la nuit, arrivé à 17h, mal de tête à 19h, équagésie cavalée, repos fatal. Shaw m'a dit d'attendre, j'ai paniqué. Même si c'était la pilule, je ne l'ai pas inventée. Pourquoi moi? Elle confirma le mensonge initial, pour la famille, pour son image. L'émission invita des experts, le docteur I.H. contesta l'allergie, plaidant un édème rare idiopathique. D'autres évoquèrent l'épilepsie, symptôme de mai 1973, spasme noté ou un facteur génétique, car le père et frère de Bruce moururent en repos. Pas une tragédie médicamenteuse, mais une vulnérabilité chronique aggravée par l'épuisement, conclurent-ils. Les réactions divisèrent, empathie pour sa souffrance, une victime comme Bruce, scepticisme, trop tard pour l'attention. Mais sa voix rouvrit le débat, derrière le mythe, un homme pressé à bout, derrière le scandale, une femme loyale brisée par le mensonge. La mort de Bruce reste une énigme poignante, un rappel que les légendes saignent. Betty Ting Pei, après 52 ans, n'est plus la ombre, elle est la survivante qui parle. Croyez-vous à sa vérité, ou le dragon garde-t-il encore des secrets? Partagez en commentaire, likez, abonnez-vous pour plus d'histoires enfouies.